Merci Monsieur le Président. Je vais vous présenter un topo concernant la prise en charge de la chondroplasie et la place du médecin de médecine physique de réadaptation. C'est une présentation qui est illustrée par 5 cas qui sont suivis au CHU de Saint-Étienne et au CHU de Nantes. La chondroplasie, c'est la plus fréquente des chondrodysplasies. Elle concerne un enfant sur 10 000 à 30 000 naissances. Elle est caractérisée par un phénotype de petite taille, de membres courts, un périmètre crânien élevé et une hypoplasie de la face. C'est une maladie génétique de transmission autosomique dominante, de pénétrance complète, par mutation du gène codant pour le récepteur du fibroblast growth factor. Le diagnostic peut être fait par échographie anténatale au terme de 32 semaines avec la mise en évidence de membres courts, d'une augmentation du diamètre bipariétal, d'une encelure nasale marquée et parfois d'un hydramnios. Il sera bien sûr confirmé par l'examen clinique néonatal mettant en évidence une dysmorphie crânio-faciale, une micromélie proximale et d'autres anomalies que sont l'hypotonie axiale, l'hyperlaxité des articulations distales et les mains courtes caractéristiques des achondroplases. Le diagnostic sera confirmé par des radiographies du squelette. Il sera visible sur la bassin de face un os iliaque quadrilatère, une extrémité fémorale supérieure typique, affûtée et pointue, une extrémité céphalique caractérisée par une augmentation du périmètre crânien, une hypoplasie de la face et de la base du crâne, et les mains caractéristiques des achondroplases avec des métacarpes qui sont courts et trapus, et une impossibilité de rapprocher le 3e et le 4e rayon. Au niveau de la biologie moléculaire, on mettra en évidence une mutation génétique du gène codant pour le FGFR3, qui est la mutation G380R, qui est dans 85% des cas une mutation de novo, qui augmente avec l'âge paternel. Cette recherche pourra être effectuée en prénatal. Elle amènera bien sûr à une consultation d'annonce et à la possibilité d'une demande d'interruption médicale de grossesse. Et en néonatal, elle est possible si jamais il y a un doute sur l'examen clinique et les examens radiographiques. Les complications de la chondroplasie sont nombreuses, elles peuvent être sérieuses, notamment la sténose du foramen magnum. Les complications sont aussi d'ordre orthopédique avec la kyphose thoracolombaire, le tibia varus, le canal lombaire étroit. Il existe des complications respiratoires qui sont très fréquentes avec les apnées du sommeil. Les complications RL et dentaires seront par ailleurs détaillées. Il y a bien sûr des complications de croissance avec la petite taille et la corpulence augmentée, des retards de développement psychomoteur, notamment dans les acquisitions en motricité globale et des retards de langage, et bien sûr des conséquences sociales. La sténose du foramen magnum impose la réalisation d'une IRM encéphalique qui doit être systématiquement réalisée entre l'âge de 6 mois et 1 an, et un traitement chirurgical doit être réalisée si elle est symptomatique ou s'il existe une souffrance médulaire. Voici 2 images d'IRM d'un petit enfant qui avait eu une IRM en anténatal à l'âge de 2 mois, enfin postnatal pardon, à l'âge de 2 mois, une IRM systématique qui mettait en évidence cette sténose du foramen magnum. Et à l'âge de 18 mois, il présentait une monoparésie du membre inférieur gauche. Une IRM de contrôle a été réalisée, retrouvant un hypersignal centromédulaire, pour lequel il a été décidé d'une intervention chirurgicale associant craniectomie sous-occipitale, ablation de l'arc postérieur de C1 et plastie durale. La kyphose thoracolombaire ne permet pas d'autoriser la position assise avant l'acquisition d'une position assise autonome. Pour autant, le retard psychomoteur est significativement lié à la kyphose thoracolombaire et il est important de proposer à ces familles la réalisation d'un corset-siège et d'une orthèse thoracolombaire vers l'âge de 6 mois afin de favoriser la verticalisation de l'enfant et donc sa sociabilisation. La kinésithérapie doit être effectuée en position ventrale pour renforcer les érecteurs du rachis. C'est un petit garçon qu'on suivait à la consultation qui est âgé de 12 mois. Et ce sont des radiographies d'un autre enfant âgé de 3 ans qui a une vertèbre L2 cunéiforme, une grande kyphose thoracolombaire et un canal lombaire étroit en regard qui est asymptomatique. La lordose amber va apparaître après l'acquisition de la marche et la kinésithérapie devra insister sur l'assouplissement de la ceinture pelvienne et le travail des érecteurs du rachis. Et bien sûr, une prescription d'orthèse thoracolombaire doit être poursuivie afin d'éviter son aggravation. Le tibia varus est une malformation qui est parfois associée à un génuvarum ou un génurecuvertum, qui est liée à l'hypercroissance de la fibula et qui est présente pour 10% des enfants de moins de 5 ans et 42% des adultes et pour lesquels on peut proposer une chirurgie correctrice entre l'âge de 10 et 20 ans. Cet enfant a eu une chirurgie correctrice qui a associé une ostéotomie tibiale de vagisation bilatérale avec la pose d'une plaque et d'une greffe de fibula. Il avait été aussi par ailleurs proposé la correction de cette malformation par fixateur externe qui avait été refusé par la famille.
Le canal lombaire étroit est d'une symptomatologie qui est rare avant l'âge de 15 ans. 80% de ces sujets, par contre, présenteront une symptomatologie à l'âge de 60 ans. Elle est caractérisée bien sûr par une claudication neurologique des membres inférieurs. Elle impose un avis neurochirurgical. Et la symptomatologie précoce est favorisée par un angle de syphose élevé, une distance interpédiculaire faible. C'est ce qu'avait montré Chorobowski dans son étude en 2007. Voici l'image IRM d'un enfant âgé de 12 ans qui présentait une symptomatologie de claudication intermittente, qui a eu une réalisation d'une IRM lombaire retrouvant un canal lombaire étroit, pour lequel un avis neurochirurgical a été demandé. L'apnée du sommeil est responsable de mort subite du nourrisson augmentée chez ces enfants. Elle est liée à la dysmorphie faciale. Tasker et Onedera ont décrit 3 groupes parce qu'elle n'est pas causée que par la dysmorphie faciale. Dans le groupe 1, ce sont des enfants qui ont à la fois une hypoplasie de la face et une hypertrophie adénoïdienne et amygdalienne qui du coup bénéficieront d'un traitement par chirurgie ORL. Le groupe 2 se caractérise par une hypoplasie de la face et une sténose du foramen jugulaire avec un retentissement d'hypertension veineuse jugulaire et une hydrocéphalie qui impose un traitement neurochirurgical. Et dans le groupe 3, il existe une sténose du canal hypoglosse, plus ou moins associée à une sténose du foramen magnum, induisant une obstruction musculaire des voies aériennes supérieures et un reflux gastro-œsophagien, qui est aussi de traitement neurochirurgical. Toute cette complication d'apnée du sommeil nécessite donc la réalisation systématique pour tout enfant à achondroplase d'une polysomnographie de dépistage avant l'âge de 1 an. Cette polysomnographie, bien sûr, doit être répétée après traitement étiologique pour éventuellement proposer une ventilation en pression expiratoire positive nocturne. Il y a aussi l'insuffisance respiratoire restrictive qui est fréquente la première année de vie et pendant le 3e trimestre de grossesse qui impose la réalisation d'EFR chez toute femme jeune achondroplase avec désir de grossesse. Les recommandations de l'American Academy of Pediatrics concernant les complications ARL sont de réaliser une évaluation régulière de l'audition et de faire une prise en charge orthophonique précoce pour ces enfants, car il y a 20% qui auront un retard de langage et 5% des troubles arthriques. Les troubles de l'articulé dentaire justifient un suivi régulier dans des équipes entraînées habitués à cette maladie. L'obésité est fréquente chez ces enfants. Il existe des courbes spécifiques de corpulence qui sont téléchargeables sur le site LPA Online. Ça augmente la morbidité de ces enfants et aussi la mortalité. On ne sait pas réellement si c'est associé avec un syndrome métabolique. Il existe un déconditionnement à l'effort qui a été montré par Taken en 2007, une surmortalité cardiovasculaire qui est 10 fois plus importante pour l'enfant entre 25 et 35 ans que dans la population générale, et l'espérance de vie de ces personnes est réduite de 10 ans. Mais une vie active et normale est possible et il est important de favoriser l'intégration de ces enfants par les adaptations de l'environnement qui doivent être proposées dès le plus jeune âge et notamment positionner le siège dos à la route en raison de la macrocéphalie et de l'hypotonie axiale qui pourrait dégrader par exemple une sténose du canal du foramen magnum, la proposition d'un corset siège avant l'âge de 1 an, les aménagements de domicile et de la scolarisation. Et il existe des associations de personnes de petite taille dont les sites internet sont cités ci-après. L'indépendance fonctionnelle augmente les scores de qualité de vie. Voici les adaptations possibles qui peuvent être proposées. Un tiroir à l'envers pour accéder au robinet de la salle de bain, un siège réglable en profondeur et en hauteur ou un vélo adapté. Le chaise-coq, les adaptations en mousse pour les transats du commerce au choix des parents. Ça, ce sont les recommandations de suivi de l'Académie américaine de pédiatrie. En tout cas, le suivi doit être une prise en charge pluridisciplinaire, associant le personnel médical et paramédical, bien sûr selon les guidelines. Il existe des centres de compétences des maladies osseuses constitutionnelles, mais les CHU de proximité ont aussi un rôle dans le suivi de ces patients. Il n'existe bien sûr pas de traitement curatif, la GH est inefficace et la chirurgie d'allongement des membres inférieurs a bien sûr des indications réduites compte tenu de la lourdeur du traitement. Les courbes de taille, de poids et de périmètre crânien. Et bien sûr, c'est une prise en charge qui doit être une prise en charge rééducative associée, coordonnée, en collaboration avec la prise en charge des pédiatres et des généticiens, avec bien sûr tous les rééducateurs qui doivent être impliqués. Je vous remercie pour votre attention.